Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité ce soir, le coronavirus, toujours une préoccupation majeure pour la planète. L'OMS estime que le virus ne disparaîtra peut-être jamais. Pour l'heure, de nombreux pays assouplissent les mesures de confinement. Au Sénégal, des kits alimentaires au profit des populations les plus vulnérables, c'est l'une des actions menées par le gouvernement pour les aider à surmonter la crise de Covid-19. Ici aux États-Unis, le Congrès devrait voter ce vendredi une nouvelle enveloppe de 3 000 milliards de dollars, une aide destinée aux personnes frappées par les effets du Covid-19. Une fois encore, bonsoir. Au Burkina Faso, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés exige une enquête spéciale après la mort de 12 personnes, en majorité des Peuls, dans leur cellule à Tanwalbougou. Ce collectif soupçonne la gendarmerie d'exécutions sommaires et extrajudiciaires. Pour leur part, les autorités burkinabées indiquent que ces 12 personnes, avec 13 autres, avaient été arrêtés pour suspicion de faits de terrorisme. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Fada Ngourma. Les forces de l'ordre du Burkina Faso ont été accusées ces derniers mois de bavures ou d'exactions, notamment à l'encontre des populations Peuls. Les Béninois, eux, iront aux urnes dimanche pour des élections locales, ceci malgré la menace du nouveau coronavirus. Le pays a franchi le cap de 200 contaminations. Ces élections ne verront pas la participation des principaux partis d'opposition. 77 communes sont en jeu à travers le pays. Les électeurs devront suivre des règles rendant les masques faciaux obligatoires. Et les autorités insistent sur le fait que des mesures de distanciation sociale seront appliquées dans les bureaux de vote. Parlons encore du Covid-19 en Afrique. D'abord, le Kenya qui lance une opération de tests de masse au poste frontière de Busia. À sa frontière avec l'Ouganda, il s'agit d'identifier les camionneurs infectés afin de stopper la propagation du coronavirus sur son territoire. Au moins 5000 tests peuvent être effectués selon le directeur de l'Institut de recherche médicale du Kenya. Au Soudan du Sud, il n'est pas facile pour tout le monde de respecter la distanciation sociale et les mesures d'hygiène pour se protéger du nouveau coronavirus. C'est le cas dans ce camp de déplacés à Djouba qui compte près de 30 000 personnes et où 2 cas ont été détectés selon les autorités. Enfin, au Sénégal, le nouveau coronavirus a fait exploser le commerce en ligne, notamment les services de livraison à domicile. C'est le cas de Rapidos, une entreprise qui tente de répondre à cette demande croissante en allant faire les courses à la place des clients. On reste au Sénégal où les autorités ont lancé une campagne pour distribuer des kits alimentaires aux populations les plus vulnérables afin de les aider à surmonter la crise de Covid-19 et freiner la propagation du nouveau virus. Plus de précisions avec Dili Diko. Le confinement causé par le nouveau coronavirus a nui à de nombreuses entreprises au Sénégal, mais les boulangeries sont en plein essor dans ce pays à majorité musulmane, alors qu'on rompt le jeûne quotidien du mois de Ramadan. Les autorités ont fermé la plupart des boulangeries pour empêcher les foules de s'y précipiter pour acheter du pain et de propager davantage le virus. Pour s'assurer que les Sénégalais obtiennent leur pain quotidien, le gouvernement a lancé un programme d'aide à la livraison dans la capitale appelé « Vendez-moi votre pain ». Nous avons une plateforme où les gens vont en ligne, réservent le pain. Il y a des numéros de téléphone où ils appellent pour commander le pain 2, 3 ou 4 heures avant l'heure de rupture du jeûne. Les jeunes entrepreneurs rassemblent le pain et livrent aux familles et les ménages partout à Dakar.
Le programme accorde également des prêts pour soutenir des entreprises de livraison comme Yobante Express qui a embauché 10 personnes supplémentaires pour répondre à la demande. On reçoit un flux très important d'appels pour ce projet-là. Et donc on est monté en compétence sur ce côté-là en installant des équipements adaptés pour pouvoir répondre à la demande des Sénégalais, car je rappelle la problématique de pain, elle est très sensible au Sénégal. Les clients de la boulangerie apprécient le service de réservation et de livraison de pain. Le coronavirus, maintenant, nous sommes tous confinés et c'est mieux de rester chez eux. Le programme Vendez-moi votre pain est testé tout au long du mois de Ramadan. En cas de succès, les autorités prévoient d'étendre le service à travers le Sénégal aussi longtemps que le nouveau coronavirus restera une menace. Au Burkina Faso, un médecin généraliste fait preuve d'ingéniosité en proposant des solutions locales pour lutter contre la pandémie de Covid-19. À Ouagadougou, la capitale, le docteur Abdallah Ouedraogo est déterminé à sauver des vies grâce à des alternatives bon marché aux équipements importés qui deviennent de plus en plus rares et coûteux. Jacques Aristide. Pour endiguer le coronavirus, les écrans faciaux, ces masques munis d'une visière de protection en plastique, sont utilisés en complément des mesures telles que les gestes barrières et de la distanciation sociale. Mais ils coûtent cher. Au Burkina Faso, le prix d'un écran facial importé atteint les 6 000 francs CFA. Et c'est un peu par accident que le docteur Abdallah Ouedraogo a pu fabriquer son propre écran facial. Nous avons essayé de voir autour de nous qu'est-ce que nous pouvons faire. On a beaucoup réfléchi et un jour comme ça, je suis tombé sur un document, j'ai voulu ouvrir le document. Et quand j'ai voulu ouvrir, c'est le plastique qui s'est d'abord ouvert, pas la page. Quand ça s'est ouvert, en même temps, j'ai regardé, je me imaginais, mais ce plastique peut me protéger, comme une visière. Et quand nous nous sommes renseignés, le prix d'une visière importée sur le marché tourne autour de 6 000 francs CFA seulement. Alors que dans nos calculs, avec 10 000 francs, nous pouvons fabriquer 100 visières. Donc, si vous comparez, ça veut dire qu'avec 6 000 francs, nous pouvons fabriquer 60 visières. Donc, une seule visière importée, le prix d'une seule visière importée peut servir à fabriquer 60 visières locales ici. Il n'y a pas que des visières. Le personnel du docteur Ouedraogo propose également du savon liquide fait maison à partir d'un récipient en plastique et d'un évier recyclé placé à l'intérieur d'un support en argile fabriqué par un artisan local. Jeanne Nikiema, sage-femme et coordinatrice du centre médical urbain de Gungun 6. Quand il voit vraiment quelque chose à faire pour le bien-être, en tout cas, de la population et du personnel, il n'hésite pas. Donc je dirais que c'est un chef exemplaire. Pour les patients, il y a des masques temporaires confectionnés avec du papier essuie-tout. Ces masques sont jetés après chaque consultation. La coiffeuse Antoinette Bouda est une patiente du docteur Ouedraogo. Je trouve que ça c'est très bien parce que des jours là, on parle beaucoup de la maladie coronavirus. Bon, je pense que avec cette casse-nez, nous pouvons nous protéger contre ces maladies. Le médecin-chef du centre médical urbain de Gungun 6 est en fait passionné de recyclage. Le secret seulement, c'est vouloir se sentir bien. Tu es dans un lieu de travail, tu veux que quand tu viennes pour travailler, que tu te sentes bien. Alors tu veux que les choses s'améliorent. Et les choses ne peuvent pas s'améliorer toi seul. Il faut que tu puisses partager cette idée avec une équipe, que tu puisses les motiver, que tu puisses être d'abord exemplaire, parce que les gens vont te regarder en réalité. Le docteur Ouedraogo se veut tout aussi prudent car il est difficile pour lui de certifier que les dispositifs qu'il a créés répondent aux mêmes normes que les équipements fabriqués à l'étranger. Mais le médecin croit qu'ils peuvent aider les gens à se protéger de la maladie et selon lui, c'est mieux que rien. Le nombre de personnes décédées du fait du Covid-19 dans le monde s'élève maintenant à au moins 300 000. Le nombre de ces cas dans le monde se rapproche de 4,5 millions. Le directeur exécutif du programme de gestion des urgences sanitaires de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé,
laisse d'ailleurs entendre que le virus ne disparaîtrait peut-être jamais. De nombreux experts parlent davantage de réduction des risques du virus et non plus de son élimination. En attendant, l'on note des résultats mitigés des premières mesures de reprise. Certains pays européens, comme l'Espagne et l'Italie, voient une diminution des cas, mais la Chine réintroduit des restrictions après que 2 villes ont signalé, autant pour moi, de nouveaux cas de COVID-19. Ici aux États-Unis, l'assouplissement des mesures de confinement pourrait faire grimper le nombre de morts. Certains spécialistes n'excluent pas que ce nombre puisse atteindre jusqu'à 147 000 à l'échelle nationale d'ici la fin du mois d'août. Pour le moment, le nombre de personnes mortes du COVID-19 ici aux États-Unis s'élève à 86 000 selon le décompte de l'université Johns Hopkins. Cette dernière note également que le nombre de nouveaux cas est en baisse dans près de la moitié des États américains. Par ailleurs, la Chambre des représentants vote ce vendredi une nouvelle enveloppe budgétaire de près de 3 000 milliards de dollars afin de fournir une aide aux Américains les plus vulnérables. Selon le Bureau du travail, 3 autres millions d'Américains ont rejoint la liste des sans-emploi la semaine dernière et près de 40% des travailleurs à faible revenu ont perdu leur emploi au mois de mars. Toujours ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis ont à ce jour administré 10 millions de tests de COVID-19, ce qui représente près de 3% de la population américaine. Les démocrates de la Chambre des représentants ont affirmé que l'échec de l'administration Trump à effectuer des tests dès le début de la pandémie a fortement contribué à l'aggravation de la crise sanitaire dans le pays. Ils ont également appelé à débloquer davantage de ressources pour les Américains, notamment compte tenu du fait que la plupart des États commencent désormais à assouplir les mesures restrictives de confinement. Catherine Gibson, correspondante de VOA au Congrès, s'est penchée sur le sujet. Dili Diko raconte. Après 2 mois de confinement, la réouverture progressive est en cours et les Américains se demandent si l'économie peut se rétablir. Je pense que notre pays va connaître l'une de ses meilleures années. Mais les milliards de dollars d'aide étatique pourraient ne pas suffire. Les démocrates affirment que les États-Unis doivent rattraper leur retard dans l'administration des tests de coronavirus, tout en donnant plus d'aide économique aux Américains. Nous devons régler cela et nous devons le faire bien. Il s'agit de beaucoup d'argent, mais le peuple américain en vaut la peine. Quant aux républicains, ils avertissent que la dette nationale augmente trop rapidement et que les décisions devraient être prises au niveau local. De toute évidence, il faut s'assurer que la situation sanitaire dans les maisons de retraite est sous contrôle, car la moitié des décès y ont eu lieu. Mais il y a des régions entières du pays, à peu près la moitié des comtés, où il n'y a pratiquement pas eu de cas de coronavirus. La réouverture peut s'y faire en toute sécurité. Des experts de la santé ont fait savoir aux législateurs qu'il y a des signes d'amélioration encourageants. Nous constatons des signes de ralentissement de l'épidémie à l'échelle nationale, mais nous commençons à rouvrir dans un contexte de propagation plus accru que prévu. L'un des éléments clés pour ouvrir le pays en toute sécurité est la continuation des efforts de traçage des infections. Le traçage des infections doit être un élément clé de notre stratégie jusqu'à ce qu'une vaccination généralisée puisse avoir lieu. Étant donné qu'il n'y aura pas de vaccin avant un délai d'au moins 1 an, les experts de la santé estiment que les États-Unis devront intensifier leurs efforts de dépistage tout en évitant les erreurs commises au début de la pandémie. Le nombre d'infections a augmenté de façon exponentielle parce que nous n'avions pas suffisamment d'infrastructures de tests pour nous permettre de maîtriser la maladie. La faiblesse du dépistage a donc été l'échec fondamental qui a forcé notre pays à se confiner. Le confinement est devenu l'enjeu principal de l'élection présidentielle de novembre 2020, bien que les 2 partis cherchent ensemble une solution à cette crise économique sans précédent. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington et c'est sur VOA Afrique.
Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du Monde aujourd'hui. John Linden, de retour avec vous. Nouvel épisode de notre série « À quand la reprise ?» Pour ce vendredi, nous avons choisi de vous amener à Abidjan en Côte d'Ivoire où les mesures de lutte contre le nouveau coronavirus viennent d'être allégées aujourd'hui avec notamment la levée du couvre-feu et la réouverture de ces célèbres maquis. Justement, on vous propose de faire la connaissance de Akabla Beayoudé. C'est une restauratrice pour qui cette crise va laisser beaucoup de séquelles. Suivons. Les dégâts sont énormes. Les dégâts sont énormes parce que c'est toute une chaîne. Voyez-vous, je suis restauratrice. J'emploie des gens et je vis de ça. Ces personnes que j'emploie aussi vivent de ça. Donc du coup, sans compter quand je parle de chaîne, même, c'est-à-dire le métier que nous faisons des achats. Nous sommes en contact, nous avons des livreurs, ça redescend aussi, ça se répercute aussi là-bas. Donc vraiment, les dégâts sont énormes. Je peux dire, si je ne dois pas exagérer, ça a créé une forme de misère. On n'a pas reçu d'aide du gouvernement. On n'a pas reçu d'aide du gouvernement parce que là, je me demande s'il y a eu, est-ce que dans la prise de décision, il y a eu un peu même de considération pour nous? Non, je ne crois pas. Parce que pour qu'on aide, il faut qu'on organise. On n'a pas été recensé. C'est vrai que nous payons des taxes. Ils sont allés sur quelle base? Ils vont aller sur quelle base pour les dédommagements ou bien pour venir en aide? On ne sait rien. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien de tout ça. Donc je considère que je n'ai pas été dédommagée et je ne serai pas dédommagée. Le milieu du transport, le moyen de contamination est facile, est très rapide. On les laisse travailler, on leur apprend des mesures barrières et non dans la restauration. Alors que dans la restauration, il aurait fallu organiser et venir vers nous, nous demander par exemple, distancier à 1 mètre, il faut les mesures d'accompagnement, c'est-à-dire le saut de la... Il fallait vérifier parce qu'il ne faudrait pas qu'on se limite seulement qu'on s'arrête sur la pandémie, mais après. Si moi j'ouvre demain, vous verrez que je vais insister pour que le client se lave les mains à l'entrée comme à la sortie. Voilà un peu concernant la pandémie. Le reste, Dieu fait grâce. Comme chaque vendredi, Le Monde aujourd'hui vous propose la rubrique Culture Hebdo présentée ce soir par Ekia Badou. Bonsoir Ekia, et de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Bonjour John, bonjour à tous. Alors ce n'est plus un secret pour vous, tous les secteurs sont mis à mal à cause du coronavirus. La mode n'y échappe pas et une créatrice de mode sénégalaise a eu l'originalité de créer les défilés confinés. Un premier stop a eu lieu à Dakar au Sénégal, un deuxième à Bamako au Mali, un prochain aura lieu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et un autre à Lomé. Alors pourquoi les défilés confinés? Elle nous explique. Alors pourquoi un défilé confinement Quarantine Fashion Show? Parce qu'en ces temps difficiles de Covid-19, je me suis dit qu'il fallait qu'on réfléchisse autrement. Et parce que Dakar Fashion Week, on ne sait pas quand ce sera.
Et du coup, j'ai appelé les créateurs, les modèles, toute la team Make About It, tout le monde, pour finalement leur proposer mon idole et tout le monde a adoré. Donc, on a fait avec beaucoup de fun, beaucoup de plaisir et j'espère que ça vous plaira. Je vous invite à faire un tour sur les réseaux sociaux d'Adama Paris et des nombreux créateurs que vous avez pu découvrir ou redécouvrir, et également sur sa chaîne Fashion Africa. Ces défilés, c'est aussi un moyen pour nous de nous divertir, mais aussi, pourquoi pas, de consommer ces marques qui livrent partout dans le monde. Pour le portrait de la semaine, je vous propose de faire la connaissance d'un artiste centrafricain, Ezatis Lebon, à l'état civil Bagalé, Arnold Ezatis. C'est un jeune centrafricain de 24 ans qui est vraiment complet. Il vit à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sous le statut de réfugié. Il fait des études en administration et sciences politiques. Et en plus de cela, il est à la fois slammer, artiste-poète et directeur artistique du festival Slam Ailleurs. Accompagné d'un artiste congolais nommé Glody Isongo, il s'est armé de sa plume et de sa voix pour interpréter en sango, langue nationale de la RCA, sur l'importance de prendre au sérieux le coronavirus. Je viens de lancer en ligne une chanson de sensibilisation à l'endroit des Africains en général et des Centrafricains en particulier. Déjà vu que notre pays, la République centrafricaine, ne dispose pas de matériel sophistiqué pour lutter efficacement contre cette pandémie, alors j'ai dû prendre mon art comme une arme de défense. Nous reviendrons plus en détail sur son parcours dans l'émission Vous et nous et sur le site VOA Afrique en juin lorsqu'il va sortir son premier album. Il a collaboré avec de nombreux artistes dont sa compatriote Idil Mamba, artiste à suivre donc. Ike sobenda de Africa, Ike sobenda de Africa, Ike sobenda. Je filme. Merci Ekia et à la prochaine. Direction New York pour parler d'Africa Day, une commémoration annuelle de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine devenue aujourd'hui l'Union africaine. Cette journée de l'Afrique initiée le 25 mai 1963 est célébrée dans divers pays du continent ainsi que dans le monde entier. Ici aux États-Unis, des membres de la communauté africaine basée à New York offrent l'opportunité aux immigrés de vivre cette journée spéciale à travers divers programmes. Mais avec la pandémie du nouveau coronavirus, cet événement sera célébré de façon virtuelle. Pour en savoir davantage, Blanche Sanou a joint Cathy Koné-Diaby, activiste et membre de l'organisation de Africa Day New York. Africa Day NYC vient de la volonté commune des immigrants africains de pouvoir se retrouver et de célébrer les Africains. Et cette volonté a été associée à ceux des électeurs officiels ici à New York. Cette initiative ne date pas d'aujourd'hui et elle existe depuis 2007. Cette année, on va célébrer ce Africa Day le 25 mai à partir de 17h, mais de façon virtuelle. C'est-à-dire que ça va se faire à travers les réseaux sociaux, le Zoom. Il y aura des artistes, il y aura des invités, il y aura aussi des panels qui vont parler un peu des cultures par région de l'Afrique, de l'Est, de l'Ouest et tout ce melting pot-là va s'adresser aux immigrants. Et il faut dire que, vu que c'est diffusé online, la diaspora, non seulement aura l'occasion de voir, mais nos parents aussi, en Afrique, auront l'occasion de voir ce qui se passe. Et l'ambassadeur de l'Afrique du Sud sera là aussi. Donc, il y aura des artistes de partout. Et voilà un peu, on essaie de voir un peu pour le moment pour finir le programme. Mais l'organisation est en place et dites-vous bien, on essaiera de montrer le leadership africain, non seulement ça, notre culture africaine, mais aussi ce qu'on peut apporter dans ce pays-là et discuter un peu de nos objectifs, de nos intérêts, de
de tout ce qui peut réunir les Africains. En fait, montrer que l'Africain existe en tant que tel et que nous sommes une valeur, nous sommes unis, nous sommes solidaires. La gymnaste sud-africaine Kathleen Rosecrans avait hâte de vivre son rêve d'enfance et de représenter son pays aux Jeux olympiques de Tokyo cette année. Puis, l'impensable s'est produit. La pandémie du coronavirus a forcé les responsables à retarder les Jeux de Tokyo d'1 an. Ce fut un choc et un sérieux défi pour Rosecrans, mais aussi une bénédiction mitigée. Elle en a parlé à notre correspondante à Johannesburg, Anita Powell. Voici son reportage que Yakuba Ouedraogo a repris pour vous. En début d'année, Kathleen Rosecrans volait haut. La jeune fille de 18 ans est devenue la première femme depuis 2004 à représenter la gymnastique artistique sud-africaine aux Jeux olympiques. Rosecrans a intensifié sa formation en prévision des matchs. Mais ensuite, la pandémie mondiale de coronavirus a pris le dessus et le Comité international olympique a reporté les Jeux jusqu'en 2021. Ce fut un très grand choc pour moi, mais si vous réfléchissez plus profondément, c'est dans le meilleur intérêt de tous les athlètes. C'est pour le mieux de notre santé. Donc si tu regardes, tu essaies toujours de chercher le positif dans tout. Et ça se passe 1 an plus tard, donc nous avons plus de temps pour nous préparer. Le report des Jeux est intervenu quelques jours avant que l'Afrique du Sud n'entame un confinement de 5 semaines qui comprenait la fermeture de tous les gymnases afin de ralentir la propagation du coronavirus. Fini donc les 8 heures d'entraînement quotidienne au Johannesburg Gymnastic Center. Maintenant, Kathleen s'entraîne à la maison pendant environ 3h30 chaque jour. En gymnastique, une année peut faire une très grande différence. Mais j'espère vraiment que cette année, avant les Jeux Olympiques, mon objectif principal est différent. Ne pas me blesser, cela est hors de question, et me concentrer vraiment sur l'amélioration de mes compétences. Mais la chose la plus difficile, dit-elle, c'est ce que tout le monde traverse durant cette pandémie, l'isolement. J'ai vraiment eu du mal à ne pas pouvoir être avec ma famille de gym tous les jours. Si je me souviens bien, je m'entraînais 6 jours par semaine, chaque semaine. Et je les voyais tous les jours. Elles sont littéralement comme une famille pour moi. Donc, être capable de ne pas les avoir vues depuis, je ne sais même pas, ça a atteint 7-8 semaines maintenant, c'est vraiment difficile. Les Olympiens demeurent donc comme nous, même si ce sont aussi des athlètes extrêmement qualifiés et travailleurs. En ces temps difficiles, leurs rêves olympiques peuvent être retardés, mais ils sont toujours bien vivants. Et c'est avec cet élément que prend fin ce journal. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Portez-vous bien, protégez-vous et surtout, passez une excellente soirée.